Hello la famille! Aujourd'hui, je vais passer quelques minutes avec Stan Leloup de Marketing Mania qui a plus de 350 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Le but, ça va être pour moi de comprendre les coulisses qui font que sa chaîne est simplement parfaite. On va faire une petite interview avec lui, il va nous donner plein de conseils. J'ai trop hâte. À toutes! Une semaine s'était écoulée depuis la première vidéo. Il était temps de revoir mon approche. Il me fallait une stratégie implacable. Un concept infaillible. J'avais juste besoin d'une idée. Non, je sais pas. Hello Stan, ça va? Salut Guillaume, comment vas-tu? Ça va super. Franchement, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette petite interview. Pour ceux peut-être qui ne te connaissent pas trop, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire rapidement ce que tu fais? Je m'appelle Stan Leloup. Aujourd'hui, je suis surtout connu pour la chaîne YouTube Marketing Mania qui a aujourd'hui 368 000 abonnés sur YouTube. J'ai aussi un podcast qui s'appelle aussi Marketing Mania qui est assez connu où je fais des interviews où tu étais notamment passé, Guillaume, dans mes interviews. Et j'ai écrit un livre qui s'est très bien vendu. Le livre était numéro 1 des ventes de livres sur tout Amazon.fr pendant 3 jours quand il est sorti et qui s'appelle Votre Empire dans un sac à dos et qui parle, comme tout ce que je fais, de business en ligne sous l'angle de la psychologie, sous l'angle des principes qui ne se périment pas. Trop cool. Et du coup, tu pourrais expliquer un petit peu à notre audience la raison ou les raisons pour lesquelles à l'époque tu avais décidé de lancer Marketing Mania? Le site Marketing Mania date de 2015, mais à l'époque, ce que je faisais, c'était en fait du consulting en pub Facebook. Et à l'époque, je faisais un système d'agence en fait. Avant de faire une agence, je faisais aussi de la formation. Je faisais de la formation en séduction. Donc j'avais une idée de faire de la formation en ligne, mais sur Marketing Mania, je faisais vraiment de l'agence et je faisais du service en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé une formation gratuite qui s'appelait le guide de la pub Facebook pour promouvoir mon service. Ça a très bien marché, il y a une bonne viralité, le truc a bien cartonné sur Twitter. Là, on était en début 2016. Suite à quoi, j'ai commencé à avoir de la demande pour faire de la formation en ligne. J'ai commencé à faire une formation en ligne sur le copywriting. Mais le truc, c'est que j'avais une audience à l'époque qui était une audience de quelques milliers de personnes, qui était largement suffisant pour tourner en tant que consultant. Ouais. C'est pas suffisant pour tourner en tant que formation en ligne. Donc en tant que formation en ligne, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de générer beaucoup plus de prospects pour vendre mes formations, parce que quelques milliers de personnes, ça suffira plus. Okay. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis tourné vers YouTube. Et en fait, l'inspiration pour moi d'aller sur YouTube, c'était 2 choses. Parce qu'au départ, YouTube, moi, j'y croyais pas du tout. Je voulais absolument pas y aller. Alors qu'au départ, j'étais dans la séduction. Et dans la séduction, il y a plein de gens qui ont bien cartonné sur YouTube, mais j'y croyais pas du tout et je voulais pas y aller parce que pour moi, c'était pas un truc sérieux. Il y avait pas, les gens n'étaient pas là pour apprendre et j'avais vraiment ce préjugé sur YouTube où c'était que du divertissement, c'était du gaming, c'était de l'humour. J'avais un énorme préjugé. Et en fait, ce qui a changé pour moi, c'est quand j'ai commencé à découvrir des chaînes qui faisaient des vidéos vraiment intelligentes, vraiment profondes, d'analyse, souvent de films en fait. Notamment un mec qui s'appelle Nerdwriter qui fait des analyses de films. Il y en a quelques autres qui se sont lancés en 2014 aux États-Unis, qui font des analyses de films et de scénarios. Et ça m'a vraiment révolutionné en me disant, tiens, le gars, il peut prendre un truc, aller dans la profondeur, expliquer des concepts. Si je faisais la même chose que ce que mec fait, qui est super intéressant sur le côté film, et je l'appliquais à des pages de vente, et c'était le concept d'origine qui était pour vendre finalement ma formation sur le copywriting. Ah, trop cool. Et du coup, pour toi, la recette secrète, parce que tes vidéos, bon, elles font des centaines de milliers de vues, c'est quoi la recette secrète, tu vois, après toutes ces années pour justement créer la vidéo qu'on va dire un petit peu parfaite sur YouTube? Donc pour moi, il y a 2 grands éléments qui vont être importants, plutôt 3 grands éléments qui vont être importants sur YouTube. Le premier, c'est ton format. Tout le monde peut faire une vidéo par hasard, avoir une vidéo qui marche bien. Tu vois. Mais ce qui va faire que ta chaîne, elle se pérennise, c'est d'avoir un format où tu as compris, où soit tu as un point de vue, soit tu as une manière de faire, soit tu as un truc différent que tu apportes. Donc pour donner un exemple, le format, c'est quand Casey Neistat a révolutionné le vlog quotidien avec ses plans, avec ses mises en scène, avec un truc beaucoup plus esthétisé, qu'à l'origine un vlog, c'était juste un mec qui avait une GoPro sur une perche en fait. Et tout d'un coup, Casey Neistat t'apporte un style différent. Donc tu sais ce que tu vas venir chez Casey Neistat et donc il se différencie, il est unique. Moi, ce que j'avais évidemment, c'était tous mes concurrents dans le milieu du web marketing font les mêmes vidéos, c'est-à-dire ils sont là devant leur caméra et ils font aujourd'hui, je vais vous parler de comment acquérir plus de trafic sur votre site web. Et moi, je faisais pas du tout ça. D'abord parce que mes vidéos étaient scriptées de A à Z, c'était pas des petits conseils, il y avait beaucoup de montage, mais c'était surtout de l'analyse. J'allais prendre un sujet, l'analyser en profondeur, en étant très scripté, en étant très travaillé. Et ça, c'était mon format. Par exemple, au départ, ce qui moi m'a fait vraiment décoller, c'est de faire des analyses sur des scènes de films ou sur ce genre de choses, ou sur des vidéos de vente, mais souvent c'est des scènes de films. Mais une fois que j'avais trouvé comment faire une analyse sur Wall Street, j'ai fait le film de Eminem qui s'appelle 8 Mile, j'ai fait Nightcrawler sur la négociation, j'ai fait Mad Men, j'ai fait Game of Thrones, j'avais un format qui était répétable, tu vois, j'avais quelque chose qui était là. Donc à chaque fois qu'une vidéo marchait, elle allait booster toutes les autres vidéos, elle allait booster l'ensemble de la chaîne. Donc une fois que tu as trouvé un format qui fonctionne, c'est vraiment un carton. Et ce qui est intéressant sur le côté du format, c'est que ton format, il n'a pas besoin d'être entièrement nouveau en fait. Ce que tu peux faire, c'est prendre un format qui marche quelque part et l'adapter chez toi. Donc par exemple en France,
un des premiers entrepreneurs web marketeurs qui a cartonné sur YouTube, c'est Antoine BM. Ce qu'il faisait à l'époque, c'était de prendre ce format de Casey Neistat et de l'appliquer sur « je suis un entrepreneur, nomade, je voyage en Asie, etc. » Donc finalement, prendre le format de Casey Neistat avec un peu les mêmes plans, un peu le même style, un peu la même esthétique, en l'appliquant à sa sauce, à son style de vie. Évidemment, Casey Neistat, à l'époque, était à New York. Antoine, il allait voyager et il te montrait son style de vie. Il te partageait en même temps ses conseils, mais il y avait un truc très travaillé. Et ça avait cartonné pour lui. Et c'était un des premiers vraiment à décoller, même un petit peu avant moi. Et c'est une des personnes aussi qui m'avait inspiré dans le même domaine, tu vois, en me disant sur YouTube, il y a une demande. Donc le format, tu peux l'adapter. Moi, j'avais adapté un format qui était pionnier sur des chaînes comme Every Frame a Painting, par exemple, les Nerdwriter aux États-Unis, qui sont des chaînes qui faisaient du ciné. Tu vois, moi, je l'ai adapté ça sur le domaine du marketing. Donc le format, il y a des grands formats, il y a le vlog, il y a l'analyse, il y a le format de réaction que j'ai aussi testé sur ma deuxième chaîne et qui marche bien. Ce qui est intéressant dans le format de réaction, un format que j'ai vu bien popper sur ces 2 dernières années, c'est un expert de tel domaine réagit à un truc dans tel domaine. Donc je vais te donner 3 exemples que j'ai vus et qui cartonnent tous. Le premier exemple, c'est une chaîne qui s'appelle Corridor Crew. C'est des experts des effets spéciaux et ils vont réagir à des effets spéciaux. Et ils en ont fait 32 épisodes, donc c'est un format qui est réplicable à fond. Les épisodes font des millions de vues, ça a explosé leur chaîne, ils cartonnent avec ça. Pourquoi ? Parce que c'est des experts, ils réagissent à ça. Il y a un mec qui s'appelle Graham Stephan. Graham Stephan, c'est un mec qui est millionnaire dans l'immobilier, donc il va faire des vidéos « Millionnaire réagit à ». Donc il réagit à comment les gens dépensent leur argent, il réagit etc. Donc il s'est un peu construit cette réputation, ce storytelling, que c'est un mec qui est super radin, qui est super économe, qui est super stratégique avec son argent. Donc il va dire mais non mais tu fais n'importe quoi, ta carte bleue là c'est pas la bonne carte bleue, il faut que tu ailles chercher l'autre carte bleue, tu auras beaucoup plus de points. Mais il réagit à ça, tu vois. Et c'est millionnaire réagit à, donc c'est irrésistible. Et pareil, il a des vidéos qui ont fait des millions de vues. Et le dernier, je suis tombé dessus aujourd'hui, c'était vraiment intéressant, c'est dans le domaine du jeu vidéo, ils ont trouvé un format où en fait le développeur du jeu vidéo va réagir à un speedrun sur son propre jeu vidéo. Donc un speedrun, c'est des joueurs qui sont devenus des malades mentaux et qui peuvent terminer un jeu en 15 minutes qui normalement te prend 12 heures. Et donc du coup, ils vont prendre ces vidéos de speedrun, ils vont les montrer au développeur. Le développeur va péter un câble de voir sur son propre jeu vidéo qu'un gars est devenu 10 fois plus puissant que ce qui est censé pouvoir être possible. Tu vois. Le développeur, il pète un câble et donc c'est une super réaction. Et ça, c'est un format tu vois, qui est réplicable à l'infini. Donc tu pourrais faire marketeur réagit à des pubs. Moi, j'ai déjà testé ce format un peu sur ma seconde chaîne, ça marche bien. Marketeur réagit à ci, marketeur réagit à ça, entrepreneur réagit à vos sites, etc. Donc ça, c'est des formats qui se répliquent à l'infini. Donc évidemment, le contenu pour toi, c'est ce qui a été clé parce que tu allais vachement en profondeur. Tu as pu tester différents formats, mais pour toi, si tu devais, je sais pas, nous donner 3-4 points clés pour la croissance de ta chaîne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ok, tu vois, tu fais, quand tu as du contenu de qualité, potentiellement, tes vidéos, elles vont être plus vues, mais comment est-ce que tu fais pour avoir de la croissance, c'est-à-dire plus de vues, plus d'abonnés, etc. Et justement, ça rebondit sur la suite. C'est-à-dire que la première idée pour moi, c'est vraiment le format et c'est comprendre en fait l'identité de ta chaîne. Que ta chaîne, c'est pas une vidéo, en fait, c'est un format ou une série de formats qui peut être répétable. Ensuite, la question, c'est comment est-ce que la chaîne va grossir, la chaîne va être découverte. Il y a 2 métriques qui sont vraiment essentielles sur YouTube à comprendre. La première, ça va être le taux de clic. Donc le taux de clic, c'est quel pourcentage de gens qui voient le miniature et le titre de tes vidéos vont cliquer dessus. Donc là, c'est vraiment un travail à la fois sur les formats. Tu vois, le format de millionnaire réagit à... C'est un format qui est en soi, tu vois, viral et qui est cliquable. Ouais, c'est catchy, bien sûr. Ouais. Donc, et moi, c'est souvent, par exemple, de faire des vidéos qui te parlent de quelque chose que tu connais déjà sous un angle qui est nouveau. Donc, par exemple, je vais te parler dernièrement, j'ai fait une vidéo sur un qui s'appelle Tai Lopez, qui est assez connu dans le domaine des entrepreneurs. Et donc, je te dis, en fait, Tai Lopez, il a un plan génial et tu ne t'en rendais pas compte. Donc, je te révèle un truc nouveau sur quelque chose que tu connais déjà. C'est souvent un format qui fonctionne bien pour moi. Donc, c'est vraiment la question de comment est-ce que tu vas faire pour que les gens cliquent. Parce que plus les gens cliquent sur ta miniature, plus YouTube va le recommander. À la fois en termes de SEO, c'est-à-dire quand les gens tapent un mot-clé, et à la fois en termes de recommandations. C'est-à-dire simplement, moi, mes vidéos sont surtout en termes de recommandations. Donc, c'est soit sur la homepage quand tu te connectes à YouTube, soit sur la barre latérale quand tu regardes une vidéo, qu'on te propose d'autres vidéos. Et c'est moi là où je vais vraiment avoir le plus de mes vues. Mais il y a d'autres chaînes qui se basent plus sur une stratégie de référencement, où les gens vont taper le mot-clé soit directement dans YouTube, soit sur Google, qui va recommander les vidéos YouTube assez fort. Et là, ça fonctionne bien aussi. Mais dans les 2 cas, il faut que ta miniature et ton titre soient accrocheurs. Parce que sinon, YouTube ne va pas le recommander. Et la deuxième métrique qui va être essentielle ici, c'est le watch time, c'est la durée de visionnage. C'est est-ce que les gens regardent la vidéo pendant longtemps. Donc moi, une chose qui a vraiment fait décoller ma chaîne, c'est d'aller sur des vidéos qui sont de plus en plus longues. Et mes dernières vidéos vont maintenant souvent dépasser les 20 minutes. Ma vidéo de Tai Lopez dépasse les 40 minutes. Et la raison pour laquelle ces vidéos sont assez longues, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai appris à faire un format qui va retenir les gens pendant longtemps. Donc je sais que même si ma vidéo est longue, les gens vont la regarder jusqu'au bout et je vais avoir une bonne rétention.
et que donc je vais avoir beaucoup de watch time. Et YouTube veut devenir la télé, veut que tu te poses devant YouTube et que tu regardes des vidéos et des vidéos et des vidéos. Donc il cherche des vidéos que les gens vont regarder pendant longtemps et sur lesquelles ils vont être scotchés. Donc c'est une question d'avoir une bonne accroche, c'est une question d'avoir une bonne structure, c'est une question d'avoir un montage qui est assez dense et de remplir ces promesses qui ont été faites dans la miniature. Ça, cette question du watch time, ça t'amène dans plein de réflexions intéressantes. C'est-à-dire, est-ce que je peux faire une série de vidéos qui se complètent les unes les autres? Donc par exemple, si tu as une série de vidéos qui se complètent, YouTube va faire bénéficier ta vidéo qui fait rentrer les gens dans la boucle de visionnage grâce au watch time global de la session qu'ils vont faire sur ta chaîne. Ça va énormément booster parce que quand ils rentrent sur la première vidéo, ils vont peut-être regarder en moyenne 12 minutes ou 20 minutes, tu vois, sur l'ensemble. Donc en ayant une série de vidéos, on a un truc qui suit. C'est aussi l'avantage d'un format parce que quand tu découvres Casey Neistat pour la première fois, c'est quasiment impossible de regarder une seule vidéo. Après, c'est aussi important d'avoir de l'engagement, des likes, des commentaires, que les gens s'abonnent, tu vois, mais ça, c'est un petit peu annexe. Après, sur la question de plus de vues, plus d'abonnés, pour moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a des mois où j'avais gagné 40, 50 000 abonnés dans le mois. Et en général, ce qui fonctionne, c'est que tu vas avoir une vidéo qui va vraiment décoller. Donc, c'est souvent une vidéo qui va vraiment décoller et qui va driver beaucoup de gens en entrée sur la chaîne. Et ensuite, les gens qui sont sur ta chaîne, ils vont regarder. Donc, il y a des vidéos que je fais pour mes abonnés où je sais qu'elles vont faire un certain nombre de vues, tu vois, sur la base de mes abonnés et elles vont pas être virales. Mais ça, c'est une vidéo qui va fidéliser mon audience, qui va me permettre d'approfondir ma relation avec eux. Par exemple, si je fais j'avais fait une vidéo débrief de mon année 2019, je le fais tous les ans. C'est pas une vidéo qui devient virale, mais c'est une vidéo qui, pour mes abonnés, elle va approfondir le truc. Et quand je vais faire des vidéos virales, c'est là où je vais ramener, tu vois, pas mal de gens sur ma chaîne. Je génère des vues sur des vidéos qui vont cartonner, qui vont être virales pour rapporter beaucoup d'abonnés sur la chaîne qui ensuite, je vais pouvoir les cultiver avec mes différentes vidéos. Et bien sûr, pour moi, tu vois, il y a tout le business derrière de les envoyer sur ma liste email, d'avoir des produits. Donc, c'est vraiment comme ça que j'y réfléchis. Donc, la chaîne YouTube, je la vois comme étant un peu un truc top of funnel. Donc, des vidéos virales qui vont capter un maximum de monde, des vidéos d'approfondissement, soit des vidéos sur des sujets bien pointus. Pour de la rétention plutôt, du coup. Pour la rétention, approfondir ma relation avec les gens, etc. Tu vois. Donc, et une fois que j'ai ça, après, j'essaie d'envoyer les gens sur ma liste email, leur proposer des choses. Ok, et du coup, par rapport à la structure, parce que tu vois, tu m'as parlé du fait que tu scriptais tes vidéos, qu'il y avait beaucoup de montage, etc. Ça ressemble quoi à peu près ton plan d'action, tu vois, genre comment est-ce que tu fais pour trouver le topic, combien de temps tu passes à faire des recherches? Comment ça se passe un petit peu avant justement de faire tout ça? Parfois, j'essaie de trouver un sujet qui inclut moi ce qui m'intéresse actuellement et un truc où je pense que ça a vraiment du potentiel de faire quelque chose. Donc, il y a des vidéos que je fais uniquement pour mon audience et dans ce cas-là, c'est plus qu'est-ce qui va intéresser mon audience et des vidéos que je fais en me disant catégoriquement qui est-ce qui a une chance de cartonner. Par exemple, cette année, j'ai fait une vidéo, tu vois, sur le coronavirus qui a fait 500 000 vues parce que je savais que sur le coronavirus, c'est un truc qui parle à tout le monde. Donc, c'était un sujet qui pouvait devenir assez viral. Donc, je vais souvent essayer de trouver un sujet qui est viral, mais surtout un sujet sur lequel je peux apporter un angle qui est unique. C'est là où il y a des difficultés parce que juste surfer sur les tendances, n'importe qui peut le faire, mais j'ai pas toujours un truc unique à apporter. Et je peux dire que sur le coronavirus, je voulais vraiment faire une vidéo dessus parce que je trouvais que c'était le sujet le plus intéressant à faire. Cette vidéo, je l'ai fait en mars. Donc, c'était le sujet le plus intéressant à faire au mois de mars. Mais j'ai dû vraiment me casser la tête et passer beaucoup de temps à faire des recherches pour trouver un truc unique à dire sur le coronavirus, qui était un sujet qui avait été surtraité. Donc juste les recherches, elles vont prendre un temps qui va varier selon les vidéos parce que plus un sujet est large, évidemment, plus ça va demander de boulot. Donc un mec comme Tai Lopez, où tu parles un peu de toute sa carrière, où il a fait pendant des vidéos pendant 8 ans, ça peut prendre un peu de boulot. Il y a des vidéos qui vont être beaucoup plus simples. Si par exemple, je fais une analyse d'une vidéo de vente, en gros, il faut que je regarde la vidéo de vente, que je comprenne le contexte. Tu vois. Donc ça va dépendre en fait de l'ensemble d'informations que j'ai besoin d'avoir pour mentionner dans ma vidéo, pour avoir tout le contexte, etc. Des vidéos comme par exemple ma vidéo sur PNL, qui a très bien marché, elle a demandé énormément de recherche parce qu'il fallait comprendre tout leur contexte et tout leur historique et tout ce que leurs fans disent sur eux pour vraiment pouvoir faire une analyse marketing. Parce que moi, je connaissais pas bien PNL très franchement avant de faire la vidéo, mais elle m'avait été tellement demandée que là, pour le coup, c'est une vidéo que j'ai fait entièrement sur la demande parce que c'est une vidéo, je pense que c'est la vidéo la plus demandée que j'ai eue. Comment ça se fait qu'elle était demandée? Est-ce que c'est les gens qui te contactent direct par mail? C'est des gens qui étaient dans ta liste d'emails qui t'ont, ou est-ce que c'est toi qui poses la question aux gens en mode donnez-moi en commentaire des idées ou des trucs que vous aimeriez voir? Je demande jamais les idées parce que je les fais quasiment jamais. Je dois faire une idée sur 200 qu'on me demande, donc je ne le demande pas parce que c'est un peu un manque de respect. Tu vois, je le fais pas. Mais les gens vont tout le temps me demander spontanément des trucs. Les gens vont tout le temps voir des trucs et vont se dire tiens, ça c'est un truc, j'aimerais bien que Stan Le Loup fasse. Trop cool. Ils m'envoient des vidéos de vente, des pubs, des sites, des clashs, des dramas. Après, le truc c'est que voilà, moi je fais relativement peu de vidéos, tu vois, même à mes meilleurs moments, je fais une vidéo par mois, je choisis assez spécifiquement, je choisis ce qui moi va m'intéresser, donc je les fais pas toutes. Si les gens te demandent spécifiquement de faire une vidéo, souvent c'est un pointeur qui est un truc intéressant. Et généralement les sujets qu'on mentionne, la raison pour laquelle je les fais pas, c'est pas qu'ils sont pas intéressants, ils sont souvent intéressants, c'est juste que j'ai pas le temps et en gros à ce stade, comme une vidéo va me prendre vraiment parfois jusqu'à 2 semaines de boulot à faire.
Je fais uniquement les trucs qui moi m'intéressent vraiment. Il y a pas mal de trucs que je laisse couler. Il m'est arrivé d'utiliser des gens externes, tu vois, pour la recherche. Ouais, tu m'avais dit que c'était pas ouf forcément aussi. Ça marche bien sur les recherches parce que, par exemple, sur tu vois, PNL, il faut consommer tout ce qui a été écrit sur eux pendant longtemps, mais c'est très répétitif. Parce qu'en fait, il y a tous les articles de presse te racontent les mêmes anecdotes sur eux. Donc, en fait, l'anecdote, je veux l'avoir qu'une fois. Donc, des gens qui t'aident sur la recherche, c'est bien à ce niveau-là pour pouvoir compiler en fait les choses et que tu puisses avoir un document où il y a tout, la chronologie, etc., sans avoir à relire 40 fois la même chose. J'ai encore du mal aujourd'hui à avoir d'autres personnes qui écrivent mes scripts. Par contre, c'était ça ce que donc tu le script, je vais l'écrire tout seul. Et je vais vraiment l'écrire mot à mot. Donc ça prend beaucoup de temps parce que je vais écrire mot à mot mon script avec la structure, avec le truc. Mais voilà, je vais écrire mon script et après je le lis avec un prompteur du coup sur ma caméra et après j'ai une équipe, une personne qui est à plein temps qui fait du montage. Et est-ce que tu fais au sein de tes vidéos, tu sais, tu parlais tout à l'heure du facteur en fait du watch time, quoi, donc le temps que les gens passent à regarder ta vidéo, afin de faire en sorte qu'ils la regardent jusqu'à la fin. Est-ce que tu vois, je vois beaucoup de youtubeurs qui font des trucs du genre dans 2 minutes, je vais vous parler de X, Y, Z, un élément qui est en général un peu catchy. Mais avant, je veux parler de ta. Est-ce que tu as des petites astuces comme ça que tu mets dans tes vidéos ou Je ne vais pas faire de manière aussi explicite que ça, que je trouve peut-être un peu cheesy. En tout cas, ça ne rentre pas vraiment dans mon format ou dans ma manière de faire. Mais il y a l'équivalent, c'est-à-dire moi, je vais agoniser sur mon accroche. Enfin, déjà, je vais péter un câble sur mon titre. Donc, le titre, ça peut m'arriver d'écrire 30 ou 40 titres différents pour une vidéo pour choisir le meilleur. Je peux passer vraiment longtemps à trouver le titre parfait. Donc ça, c'est le premier angle, mais ensuite, je vais agoniser sur l'accroche de la vidéo. Est-ce qu'elle est assez rapide? Est-ce qu'elle est assez intéressante? Est-ce que dès la première phrase, c'est intéressant? Si tu regardes une de mes vidéos, par exemple, je ne vais jamais dire « Bonjour, je m'appelle Stan Leloup, bienvenue sur ma chaîne YouTube, etc. » Il n'y a jamais un tout ça parce que je me dis « cette phrase, elle n'est pas intéressante. » Donc, je vais commencer sur la première phrase et la première phrase, elle doit être intrigante, elle doit t'apprendre un truc nouveau, elle doit avoir… Donc ça, c'est un peu d'équilibrage parce que dans l'intro, tu es tenté en fait de faire beaucoup d'informations. Par exemple, sur un mec comme Tai Lopez, tu es tenté de dire voilà, Tai Lopez, c'est un mec qui fait ci, qui fait ça. Et en fait, j'ai pas envie de le faire parce que si tu connais déjà Tai Lopez, ça va être un peu ennuyeux. Et globalement, c'est pas, tu vois, faire Wikipédia, c'est pas le plus intéressant. Donc, je vais vraiment agoniser sur quelle est l'accroche. Et en fait, sur une vidéo, aussi longue soit-elle, il y a toujours un espèce de mystère, il y a un secret qui est pas créé, qui est inhérent en fait à l'angle et au sujet que j'ai choisi. Donc par exemple, j'ai parlé de la vidéo PNL tout à l'heure. J'ai beaucoup agonisé sur PNL, sur savoir qu'est-ce que je pouvais te dire de nouveau. Parce que c'était à l'époque où ils ont fait leur clip sur la Tour Eiffel, ODD. Donc tout le monde parlait de PNL et tous les médias disaient c'est des génies du marketing, etc. Donc je ne pouvais pas juste te dire PNL, ils sont forts en marketing et je vais t'expliquer pourquoi. Il fallait que je trouve un truc qui était unique. Et donc ce que j'ai trouvé comme angle qui était unique, c'était PNL, c'est une marque de luxe et tu utilises tous les codes du luxe. Et si j'accroche sur ma vidéo là-dessus, et que tu es une personne qui suit PNL, tu te dis quoi, what the fuck, tu vois, c'est des rappeurs qui te parlent de vendre de la drogue. Bien sûr. T'es un peu pris de court, tu vois, t'es pris à contre-pied, mais du coup, tu as envie de savoir pourquoi, quel est le dénouement de ça et comment ça fonctionne. Et du coup, une fois que je t'ai mis en place ce paradoxe central, je t'ai accroché et là, je peux commencer à te dérouler le truc étape par étape et te construire et te démontrer par A plus B. Effectivement, tous ces codes du luxe que tu connais sont effectivement utilisés et ça doit vraiment être communiqué. En gros, dans la première minute de ma vidéo, peut-être que 1 minute 30, tu vois, que j'ai pour construire mon mystère, pour construire mon secret. Évidemment, ensuite, je vais te reconstruire le truc pièce par pièce et te raconter des éléments et qui va te faire rester jusqu'à la fin pour avoir en fait, tu vois, le fin mot de l'histoire et l'ensemble du truc. Donc même si je vais pas te dire reste 2 minutes parce que je vais te dire telle information, en fait, je te crée, c'est plus comme un film, tu vois. Un film où on te met au départ une scène intéressante, tu te dis putain, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que le mec il va faire, comment est-ce qu'il va s'en sortir, ou une série, tu vois, avec un peu qui s'appelle tu vois, Breaking Bad, ça commence toujours dans le milieu de l'action et tu dis oulala, comment il va s'en sortir. C'est un peu ce que j'essaye de faire, tu vois, d'avoir cette accroche qui est vraiment forte. Et donc je vais passer beaucoup de temps à lire et relire et à peaufiner et rendre le plus dense possible cette première partie de la vidéo, en gros la première minute 30, pour que ça soit passé de manière efficace. Une autre question que j'avais pour toi, c'est, tu sais, on a parlé un peu, tu as parlé un peu de Casey Neistat, etc. et aussi pas mal de chaînes américaines. Moi aujourd'hui, quand je regardais un petit peu ce qui se faisait, je trouvais pas qu'il y avait d'entrepreneurs, tu vois, français qui avaient réussi à faire un vlog qui était vraiment successful, alors qu'aux US, tu vois, on peut penser à plein de personnes, tu peux penser à Gary Vee, tu peux penser à Casey Neistat, etc. Quelles sont les raisons, tu vois, de ce fail, entre guillemets, aujourd'hui? Est-ce que tu penses que c'est le marché français qui est juste pas présent pour ce type de format, ou est-ce que c'est autre chose? Non, je pense pas. Comme je te disais, Antoine BM avait fait, courant 2015-2016, un vlog qui marchait bien. Qu'il a arrêté après parce qu'il a un peu changé d'avis. Enfin, il en a encore fait quelques tendances, mais pour moi, c'était vraiment une preuve de concept que le format était intéressant. Et la raison pour laquelle moi, j'ai pas trop été dessus, c'est parce que c'était pas moi mon format de prédilection. Ouais, c'est pas là où ce que tu avais envie de faire. Je pense qu'il y a une opportunité. Je pense souvent que c'est différence, tu vois, entre le marché français
Et américains, elles sont pas si marquées que ça dans la mesure où, grosso modo, sur YouTube, tu regardes les gros YouTubeurs, plus ou moins les mêmes tactiques marchent, je pense, en termes psychologiques sur les deux audiences. Moi, je vois pas énormément de différence. Sur le côté entrepreneur, je pense que ça dépend aussi de ce que tu appelles un entrepreneur, tu vois. Parce que Thibaut Inchek, par certains aspects, c'est un entrepreneur. Le mec, il vend de la merch à fond, il a une salle de sport, tu vois. Donc, et je pense que le simple aspect, c'est de comprendre quelle est l'histoire que tu racontes, ton storytelling. Pour un entrepreneur, il y a la difficulté ajoutée, je pense, qui est significative du temps. C'est-à-dire que ça prend beaucoup de temps de maintenir cette audience et c'est vraiment un job à plein temps. Donc, si tu n'es pas youtubeur à plein temps et que tu ne te focalises pas dessus, ça peut être compliqué de maintenir ce niveau de production. Ouais, de qualité, bien sûr. Et tu regardes par exemple des gens comme Gary Vee, la seule raison pour laquelle son business fonctionne, c'est parce qu'il est si bien entouré, enfin son contenu est possible plutôt qu'il fonctionne, parce qu'il est si bien entouré par toute une équipe, etc. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens en France qui ont vraiment mis ce niveau d'effort et d'investissement à ce niveau-là. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. Au-delà des gens qui font que ça, tu vois. Moi, la raison pour laquelle aussi ma chaîne a marché, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis focalisé entièrement sur ma chaîne. Grosso modo, fin 2016, je faisais quasiment que des vidéos et je faisais quasiment une vidéo par semaine. Et c'est clair que si c'est un truc que tu fais un peu sur le côté, que ce soit un vlog ou autre, c'est beaucoup plus difficile d'avoir cette traction initiale. Ouais, c'est clair. Et du coup, en dernière question, je sais que ton temps est précieux, c'était quoi pour toi les chaînes YouTube que tu aimes vraiment regarder ou qui t'inspirent de façon générale? Donc, j'ai mentionné tout à l'heure une chaîne qui s'appelle Corridor Crew, qui font les fameuses réactions aux effets spéciaux, mais ils ont aussi un format de vlog qui va être, d'ailleurs, que je te conseille vraiment de regarder par rapport à ce que tu fais sur leur chaîne. Donc eux, c'est un espèce de studio d'effets spéciaux, donc c'est un groupe de personnes qui sont à Los Angeles et ils font des effets spéciaux et ils font leurs propres vidéos sur une chaîne qui s'appelle Corridor, qui sont des vidéos super travaillées avec les effets spéciaux. Et ils ont une chaîne, en fait, Corridor Crew, qui est leur chaîne où ils font des réactions et ils font des vlogs. Et leurs vlogs sont vraiment cool parce qu'à chaque fois, ça va être souvent un projet assez bizarre d'effets spéciaux, mais ils vont toujours avoir un super storytelling autour. Par exemple, récemment, ils ont fait un vlog où ils prennent une scène de Tron, le premier film en fait à faire des images de synthèse, genre dans les années 80, et ils vont le refaire. Cette scène qui a demandé 60 personnes pendant 2 ans à faire, eux, ils vont la refaire en une après-midi avec les outils modernes. C'est souvent des projets comme ça qu'ils vont faire, mais c'est super bien raconté, il y a un enjeu qui est mis, ils vont se mettre un défi, le mec qui fait la meilleure version, il va avoir un nouveau PC, donc ils sont en compétition pour avoir le nouveau PC qui est bien sûr un sponsor, donc tu vois, c'est vraiment la manière dont ils vont raconter le storytelling de leur projet, il y a toujours un enjeu très clair, il y a un projet très clair. Je pense que ça peut aussi être une difficulté sur les vlogs d'entrepreneurs, pour revenir sur la question principale, c'est que tu n'as pas toujours un projet très clair qui peut être montré de A à Z dans une vidéo, et ça affaiblit ton storytelling. Si tu montes un projet qui prend 3 ans, c'est compliqué. Alors que eux, ce qu'ils font, c'est ils vont te montrer, tiens, aujourd'hui, j'ai le projet de créer tel effet spécial ou de créer telle vidéo. Il y a une vidéo, par exemple, où le gars a bloqué son drone en haut d'un arbre et l'arbre, il est vraiment gigantesque et en fait, c'est impossible de le récupérer. Et c'est comment il va récupérer son drone. Et il essaye tout. Il tire avec un arc, il envoie un autre drone pour essayer de le choper. Son autre drone se retrouve bloqué. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a un projet spécifique avec un storytelling, un début, une fin, etc. Donc ça, c'est très bien fait et c'est une de mes chaînes qui m'inspire le plus. Et aussi par rapport à l'attitude qu'eux, ils vont avoir sur leur travail et l'enthousiasme qu'ils vont avoir. Donc ça, c'est si je dois donner qu'une seule recommandation, ça serait vraiment celle-là. Après, il y a beaucoup de chaînes que j'aime bien qui font plus un format qui est similaire au mien, de vidéos un peu d'analyse, tu vois. Il y a 2 domaines où ils sont vraiment forts, les Américains là-dessus, c'est le cinéma. Donc des chaînes comme Nerdwriter par exemple sont vraiment forts là-dessus. Il y en a une qui est assez ancienne qui s'appelle Every Frame a Painting, il y en a une qui s'appelle Now You See It, il y en a une qui s'appelle Lessons from a Screenplay qui analyse des scénarios. Et l'autre où ils sont assez forts, c'est le gaming. Par exemple, une chaîne comme Game Maker's Toolkit qui analyse vraiment le design des jeux vidéo et la manière dont ils sont conçus. Ils sont assez forts. Et là, c'est pareil, c'est intéressant en termes de si tu réfléchis en termes de gamification, tu réfléchis en termes de persuasion, de psychologie humaine, tu vois, c'est aussi des sujets dont eux ils parlent. Et ils sont assez forts là-dessus et je suis assez friand de ce type de contenu-là. Merci pour tous les conseils. Je trouve que c'est assez ouf. En fait, ce que je trouve vachement intéressant aussi, c'est le fait que toi, de ton côté, même si ta chaîne, en fait, tu vois, c'est vraiment de l'analyse, du storytelling, du marketing, etc., tu vas t'inspirer sur des choses totalement différentes et tu regardes un peu, tu as regardé les formats qui fonctionnaient bien et tout. Donc là, je pense qu'on va avoir pas mal d'idées. Ça me challenge un peu aussi dans ce que tu disais sur une vidéo. L'avantage, c'est que tu as du début à la fin versus, tu vois, un vlog sur un objectif sur 3 ans, etc. Nous, à la base, ce qu'on s'était dit, c'était tu vois, on voulait faire en sorte que les gens nous suivent jusqu'aux 10 millions d'ARR, donc ce qu'on allait mettre en place, etc. Clairement, c'est sur le long terme, donc il va falloir qu'on trouve des trucs plus intéressants et catchy, tu vois, pour les vidéos. Tu vois, par exemple, à ce sujet-là, ce qui peut être intéressant, c'est aujourd'hui, je vais tester le marketing sur TikTok. Ok, vas-y Jean-Jacques, je te donne 5000 balles de budget.
tu as 3 jours, tu as 72 heures et il faut que tu génères au moins 200 leads sur TikTok, go, tu vois. Et là, tu as Jean-Jacques qui est là, il est sorti passé, il fait ok, vas-y, je vais faire ça, ça n'a pas marché, je vais faire ci. Tu vois, il y a un projet bien spécifique. Tu peux le mettre dans le cadre d'un storytelling plus large, mais à chaque fois, il y a un enjeu bien spécifique, il y a un objectif qui est extrêmement clair. Tu sais si la personne va réussir ou pas. Ils vont te monter, souvent dans Corridor Crew, ils vont te monter un espèce d'enjeu énorme qui souvent, tu sens que c'est un peu clin d'œil. Dans le sens où ils te disent putain, si j'ai pas fini la vidéo d'ici 48 heures, tout va s'écrouler, etc. Et tu te dis en fait non, enfin, tu vas te faire virer, mais c'est drôle parce qu'ils montrent l'enjeu, c'est cool, tu vois. Donc créer un enjeu, créer un storytelling avec une solution. Et tu mets tout ça dans le contexte des 10 millions qui donnent aux gens envie, tu vois, de te suivre. Mais à chaque vidéo, tu dis bah tiens, je vais regarder jusqu'à la fin pour voir si son truc TikTok ça a marché ou pas parce que je vois pas du tout comment il va faire. Trop cool. Ouais, je kiffe ça. Franchement là, tu m'as donné 1 milliard d'idées. C'était franchement super sympa d'avoir fait ce petit call. Et puis est-ce que il y a un truc que tu voudrais mentionner en plus dans la vidéo ou Si les gens me connaissent pas et qui veulent me checker sur YouTube, c'est Marketing Mania, c'est assez simple. Je pense que ça peut, les gens qui s'intéressent à YouTube, ça peut les intéresser, tu vois, sur le côté persuasion et analyse. Franchement, merci Stan, c'était super. Avec plaisir. J'ai tellement d'idées là et les chaînes que tu m'as données, ça m'a donné vraiment genre, je pense qu'il y a moyen on va s'éclater. Erwan, t'as rien entendu parce que j'ai mes AirPods, mais quand il va regarder l'interview, il va kiffer. Salut Stan, à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle t'a plu et n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu as envie que je refasse plus souvent ce type d'intervention. Oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir tous les updates dès que je publie une nouvelle vidéo. À très vite, ciao!